Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le Forum africain des investisseurs souverains, événement d'envergure marqué par un plaidoyer royal en faveur d'une Afrique qui saisit les opportunités et qui se prend en main dans un monde en perpétuelle évolution. Les développements dès le début de ce journal. Et puis direction la capitale belge qui abrite une nouvelle édition des Journées européennes de développement. Le Maroc y prend part. Il est représenté par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Le défi est de réaliser des investissements durables à la fois pour l'environnement et pour les finances. La région Tanger et Tétouan-Hoceima regorge de potentialités touristiques et pour en tirer pleinement profit, la ministre de tutelle avec les opérateurs du secteur se penche sur la promotion de l'activité. Les perspectives s'annoncent prometteuses pour un secteur vital qui retrouve petit à petit une bonne santé. Bonsoir. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, et en réponse aux engagements internationaux du Royaume du Maroc, corollaire de la ratification et de la mise en œuvre d'un certain nombre de conventions afférentes à la lutte contre la pollution marine accidentelle. L'exercice national de simulation baptisé Simulex 22 a commencé aujourd'hui et il se poursuit jusqu'à jeudi au large de Mohammedia. L'exercice met en pratique les procédures communes de la lutte contre la pollution marine accidentelle et la fourniture de l'assistance à un navire en difficulté. Il est exécuté selon le scénario d'une collision entre un cargo et un pétrolier occasionnant le déversement de 3000 tonnes de fioul lourd en mer. L'exercice se fixe aussi comme objectif l'évaluation du plan d'urgence nationale sur les plans techniques et logistiques, le renforcement de la coopération, la coordination de l'interopérabilité et l'interdépartementale, ainsi que la sensibilisation sur les enjeux et l'intérêt de l'entraînement à la lutte contre la pollution marine. Après 2 jours d'échanges et de débats autour du thème Saisir les opportunités de l'Afrique, agilité et collaboration dans un monde en évolution, la conférence de lancement d'investisseurs souverains s'est clôturée aujourd'hui à Rabat. Les enjeux sont immenses pour une Afrique qui fait confiance en Afrique et qui se prend en main pour réaliser les objectifs de développement. Hier, les travaux d'ouverture de cet événement de grande envergure ont été marqués par la lettre adressée par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux participants. Nordin Sabir, Asma Tezi et Oumé Marami pour le commentaire. Les fonds souverains et stratégiques d'investissement, de puissants révélateurs d'opportunités et des aiguillants pour une meilleure allocation des capitaux, voilà la quintessence de la vision royale de ces catalyseurs de développement. Sa Majesté le roi a bien voulu adresser aux participants un message royal qui a constitué une feuille de route pour les actions et les projets à envisager dans le cadre de cette plateforme. Pour que l'Afrique occupe le rang qui lui échoit, les fonds souverains et stratégiques ont le mandat d'agir en investisseurs avisés et patients. Ils doivent assurer le relais entre les priorités nationales à long terme et les investisseurs privés dans le cadre d'une approche partenariale et de développement durable. La conférence d'aujourd'hui à Rabat n'est pas une conférence comme une autre. C'est la création d'une association qui va rassembler tous les fonds souverains d'Afrique. Et qu'est-ce que c'est que des fonds souverains ? C'est des sociétés d'État qui reçoivent du budget de l'État pour donner du capital aux entreprises. On a dans une vingtaine de pays. Et le Maroc est en avance parce qu'il a ISMAR, il a le fonds Mohammed VI. Dans cette optique, le Royaume ne tarit pas d'efforts. Les grands chantiers s'y multiplient. Unités de production de vaccins, usines de production d'engrais et de fertilisants, et bien sûr, le méga chantier du gazoduc Nigeria-Maroc. Pour le souverain, l'Afrique est un choix de cœur et de raison. C'est un choix clair et volontariste, matérialisé, je cite, par notre engagement à travers de nombreuses initiatives qui dynamisent et promeuvent la coopération et le développement économique interafricain. Et de conclure que cette conférence est une autre expression de la détermination des forces vives de l'Afrique d'être les acteurs de son progrès et de son développement.
3 accords pour la promotion des investissements étaient signés, en plus d'un protocole conclu par Itmar Capital et une dizaine de fonds souverains africains. Et pour un éclairage sur cet événement d'envergure, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau le professeur, l'analyste économique, professeur Mohamed Driss Aissaoui, Bonsoir. Bonsoir. Alors professeur, le Forum africain des fonds souverains a mis en avant une série de défis à relever, des défis cruciaux pour le continent africain. Tout d'abord, comment l'Afrique peut-elle se mobiliser pour faire face à tous ces défis, des défis immenses? L'Afrique est un grand continent. C'est véritablement un réservoir de croissance et de développement. Sa Majesté le roi Mohamed VI l'a toujours signifié, il l'a toujours dit. Il a dit que les Africains doivent faire confiance à eux-mêmes. Donc on doit mobiliser les moyens. Alors comment faire pour justement faire face à tous ces enjeux d'ordre économique, d'ordre environnementaux, etc. La meilleure manière, c'est d'investir. Investir fortement dans un certain nombre d'activités qui apporteront non seulement des résultats positifs pour leur investissement, mais surtout qui vont enrayer toute cause de déficit par rapport à d'autres secteurs. Donc tout est question de capital, on l'aura compris, mais la mobilisation de ces fonds dont on parle peut-elle être aisée dans un contexte marqué d'une part par l'endettement public, mais aussi par la spirale inflationniste? Aujourd'hui, nous vivons une situation assez complexe, même tous les pays africains le savent. Il y a bien entendu la pandémie Covid-19, avec la crise économique à laquelle elle a donné lieu. Il y a également la guerre contre l'Ukraine qui va hypothéquer pratiquement toutes les ressources, qu'elles soient d'origine pétrolière ou les ressources de manière naturelle, c'est-à-dire les céréales. Alors aujourd'hui, que peuvent faire les Africains et les pays africains pour faire face à cela? Je pense qu'ils ont intérêt à travailler d'un commun accord, de manière très proche les uns des autres, pour pouvoir relever ces défis. Parce que ces défis ne peuvent pas se relever facilement. Il faut une mutualisation des efforts. Absolument, il faut les mutualiser, il faut travailler ensemble, il faut se regarder les yeux dans les yeux et dire « nous pouvons faire mieux ». Nous pouvons aller plus loin. C'est ça le plus important. Toujours aspirer à mieux et se donner le moyen de le réaliser. Ben oui, se donner les moyens. C'est ce travail qui sera fait par les fonds souverains qui vont s'investir dans des secteurs. Qu'est-ce que ça veut dire mobiliser les fonds souverains? Cela veut dire nous voulons couper la route à tous les fonds européens, américains, occidentaux qui viennent s'investir pour tirer le meilleur parti des investissements qui se font sur le territoire africain. C'est ça le plus important. Et plus concrètement, comment les pays africains peuvent-ils réaliser, parce que la question de l'équilibre est aussi très importante à mettre en avant, l'équilibre, je dirais, entre d'une part les besoins de réaliser et de faire aboutir ces projets stratégiques, mais d'une autre part la lutte contre les défis de développement, et comment le fonds Itmar Capital, nous avons eu l'occasion d'avoir quelques éclaircissements par rapport à ce fonds, pour constituer une véritable alternative d'action dans le continent africain? L'action directe qui a été tentée, c'est à travers le fonds Itmar de mobiliser une dizaine de fonds souverains qui vont pouvoir travailler ensemble sur les mêmes projets, travailler dans une logique unique et pas uniforme, mais unique, ne pas se tirer dans les pattes, mais être justement des fonds qui vont servir la cause de l'Afrique de manière générale. Et les pays africains sont capables de faire mieux. Et l'avenir nous dira très très probablement que les Africains avaient raison de regarder leurs propres moyens et de travailler par eux-mêmes. Et cela peut se faire de manière efficace, même en temps de crise. C'est pendant les temps de crise que l'on arrive à... C'est en temps de crise que l'on peut regarder de très près nos ressources, nos moyens, et surtout regarder le plus loin possible ce qui est
de ce qui est faisable par rapport à telle ou telle économie. Et par rapport au chemin qui a été jusqu'ici parcouru. Professeur Aissaoui, l'actualité économique est aussi marquée par ces chiffres clés donnés aujourd'hui par la Banque centrale. Alors nous retenons la croissance économique qui devrait se situer, selon les précisions de Banque al-Maghrib, à 1% cette année. Et puis le taux directeur qui est maintenu inchangé à 1,5%. Et puis les besoins de liquidité pour les banques qui devraient se creuser à plus de 78 milliards de dirhams. Votre première lecture par rapport à ces chiffres clés? Le rapport de Banque al-Maghrib est un rapport d'abord qui est très, très honnête et très franc par rapport aux évolutions que l'économie marocaine connaît. Alors il nous dit que 2022 sera une année difficile et il le dit dans son communiqué. Ce sera difficile par rapport à la récolte qui ne va pas dépasser les 32 millions de quintaux, mais aussi ce sera une année difficile par rapport au contre-coup des crises que le Maroc a vécues. Mais 2023, très probablement, sera une année d'ouverture, une année de stabilisation par rapport à tout cela. Et je pense que la Banque al-Maghrib, la Banque centrale, a été très positive à ce niveau-là. Elle a annoncé quand même une année 2023 porteuse de bonnes nouvelles pour l'ensemble des secteurs de l'économie marocaine. Un réalisme avec un brin d'optimisme. Merci beaucoup, professeur Aissaoui, pour cet éclairage. Les journées européennes du développement ouvertes aujourd'hui dans la capitale belge avec la participation du Maroc représenté par le chef du gouvernement Aziz Arnouch. C'est l'un des principaux forums mondiaux sur la coopération au développement. Et cette édition 2022 de cet événement donc initié par la Commission européenne est axée sur le thème Global Gateway. Le défi est de créer des partenariats durables pour un monde connecté. Les précisions tout de suite en compagnie d'Oumaima Rabli. Résilience, durabilité et coopération, c'est le triptyque retenu pour cette nouvelle édition des Journées européennes du développement. Cette année, le challenge n'est pas des moindres. Réaliser des investissements durables à la fois pour l'environnement et pour les finances. Une équation à laquelle le Maroc accorde une place de choix. Notre participation à cet événement s'inscrit en droite ligne de la vision royale. Sa Majesté le roi Mohammed VI accorde la priorité à l'épanouissement des citoyens. Notre pays opère actuellement 3 réformes de grande envergure. Celle de la protection sociale, de la santé et de l'éducation, visant à accompagner, former et libérer les énergies de nos citoyens. Et ce sont là les mêmes objectifs de ce conclave. Placer les objectifs de développement durable sur les rails et s'attaquer aux inégalités, surtout en Afrique, voilà la nouvelle feuille de route de l'Union européenne. Au Maroc, par exemple, il y a effectivement 3 initiatives Team Europe, donc des Team Europe Initiatives, des TEI, qui portent sur le changement climatique, sur le genre et sur Covid. Cet événement est un événement qui veut supporter tout ce qui est la coopération internationale, mondiale et surtout vis-à-vis l'Afrique parce qu'il y a beaucoup à faire en Afrique. Global Gateway met l'Afrique au cœur de sa stratégie. Le continent est le principal bénéficiaire du projet avec quelques 150 milliards d'euros. Direction Dakhla qui abrite le forum d'affaires Maroc-Espagne, un conclave qui s'attache à consolider les relations économiques, promouvoir l'économie de la région et faire connaître les potentialités et les opportunités d'investissement de la Perle du Sud auprès de la communauté des hommes d'affaires espagnols. Un événement à vocation économique qui réunit donc des entités privées et publiques, investisseurs et hommes d'affaires autour d'un échange commercial très fructueux au cœur des travaux des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, la logistique, les énergies renouvelables et la pêche maritime. Pour promouvoir les potentialités touristiques de la région, Tanger Tétouan Al-Husseima, la ministre de tutelle, a eu aujourd'hui une série d'entretiens avec les opérateurs du secteur de la Perle du Détroit. Et puisque booster ce secteur clé passe aussi par la formation académique, eh bien, les travaux de réhabilitation et d'extension de l'Institut de technologie hôtelière et touristique de Tanger ont été officiellement lancés aujourd'hui. Hier en partenariat avec le Millennium Challenge Corporation. Anissa Boumedi, Saïd Najeh, Zakaria Moqin Billah et Souad Nached. Tanger
Sa baie maritime, ses infrastructures et ses potentialités naturelles et touristiques en font une destination de choix. De nouvelles unités hôtelières viennent renforcer la capacité d'accueil de la Cité du Nord. Plus de 30 000 lits dans les établissements classés. La saison estivale s'annonce sous de bons auspices. Les indicateurs sont au vert. Les prévisions d'occupation pour cet été sont vraiment excellentes. On approche les 80 à 90% dans toute la région et je pense que c'est un excellent signe de reprise. Après une saison fluctuante en raison de la pandémie, les hôteliers se préparent à accueillir de nouveau les estivants. Ils capitalisent sur des mesures mises en place par la tutelle afin de pérenniser la dynamique touristique au niveau de la région. 4 volets très importants, à savoir la connectivité, que ce soit la connectivité aérienne, que ce soit le maritime, la sensibiliser sur notre marché principal qui est l'Espagne, puisque nous sommes à 45 minutes de l'Espagne. L'élément humain, un élément clé dans la stratégie de relance touristique. Le coup d'envoi est donné aux travaux de réhabilitation et d'extension de l'Institut de technologie hôtelière et touristique de la ville. Cette réhabilitation permettra de doubler, sinon même plus, la capacité d'absorption et de formation des jeunes dans les métiers de l'hôtellerie et permettra aussi d'améliorer la qualité et d'accès au marché du travail. Tanger mise aujourd'hui sur des investissements qualitatifs, une main-d'œuvre et des cadres qualifiés pour rehausser son attractivité. Améliorer la qualité du produit touristique, l'animation et le tourisme d'affaires sont autant de créneaux pour dépasser la saisonnalité et devenir une destination de premier plan au niveau international. Les transferts des MRE devraient s'établir à environ 87 milliards de dirhams et demi en cette année 2022. Selon les précisions de Banque Al Maghreb, les transferts des Marocains du monde et avec cela, les recettes de voyage aussi reviendraient progressivement à leur niveau d'avant-crise du Covid-19 grâce notamment à la réouverture des frontières et au retour de l'opération Marhaba. À présent, les principaux indicateurs liés au Covid-19, la barre des 3000 franchis pendant ces dernières 24 heures. Un total de 3059 nouveaux cas confirmés. Les cas actifs sont au nombre de 11 998, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 53 cas. Fort heureusement, on ne déplore aucun décès pendant ces dernières 24 heures. Et pour ce qui est de la campagne vaccinale, plus de 23 millions de personnes ont reçu la deuxième dose du vaccin anti-Covid-19 et plus de 6,5 millions ont reçu les 3 injections. Restons vigilants et maintenant les gestes barrières. La FIFA a choisi le Maroc pour abriter 2 ateliers destinés au développement du football amateur et chez les jeunes. Des ateliers dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui au complexe Mohamed VI de football de Marmora, à Salé. Le directeur technique de la FIFA, Steven Martins, a souligné l'importance des infrastructures sportives dont dispose le Maroc et qui répondent aux normes internationales, d'où le choix porté pour le Maroc par l'instance internationale de la discipline. Sport toujours, futsal et cette bonne nouvelle pour l'équipe nationale aujourd'hui encore. Après avoir battu son homologue du Koweït hier lors de la Coupe arabe de la discipline qui se poursuit à Dammam en Arabie Saoudite, eh bien, les Lions de l'Atlas ont écrasé aujourd'hui la Somalie. Le score est sans appel, 16-0, tenez-vous bien. Évoluant dans le groupe A, l'équipe nationale de futsal va affronter les Mauritaniens demain pour le dernier match comptant pour la phase des poules. Nous lui souhaitons bien sûr beaucoup de courage et de plaisir à se consacrer au reste de cette compétition. C'est la fin donc de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.